Le cercle RH, notre débat quotidien, la raison d'être, on en entend beaucoup parler depuis longtemps maintenant. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça fait pour les entreprises qui ont choisi de devenir entreprises à mission? On parle beaucoup d'impact. Qu'est-ce que ça change pour les collaborateurs? Et est-ce qu'il y a une autre réalité? Est-ce que les entreprises sont toujours tenues à des enjeux business, financiers, avant la réalité et le bien-être de leurs collaborateurs? Parce que c'est un sujet, évidemment, qui nous traverse. On en parle avec mes invités. On parlera aussi des chiffres d'absentéisme qui ont été évoqués par le ministre de l'Économie. 16 milliards d'euros, 8 millions d'arrêts maladie. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup quand même de Français qui ne se sentent pas forcément bien dans leur entreprise et dans leur peau. Deux invités. Élodie Gentina est avec nous, une habituée de l'émission. Bonjour Élodie. Vous êtes alors full professeur. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Professeur? Oui, voilà. C'est mieux, non? C'est parce que j'ai une habilitation à diriger des recherches. Donc vous s'appelle full prof. Full prof. Alors vous êtes full prof. Stade. Ok, très bien. Vous êtes à l'IESEG, School of Management, conférencière sur la génération Z. Et le livre de 2018, parce que vous en préparez un qui sort en octobre, celui de 2018, des êtres consommateurs aux Z collaborateurs, sorti chez Duno. Avec nous, Elisabeth Perronin. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous êtes DRH du Club Funding Group. Alors comme c'est une marque qui n'est pas totalement connue, c'est de la finance. C'est de la finance, tout à fait. On fait des solutions. On a un groupe qui propose plusieurs solutions de financement et d'investissement plutôt innovants. Vos sujets, c'est l'inclusion, la diversité et le bien-être. Je mets bien-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, des collaborateurs au sein du groupe. Didier Pitlet est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir, président de la maison Enoch Consulting. Mais vous avez une longue vie au sein de l'entreprise. Alors aujourd'hui, conférencier, et vous êtes très disruptif quand vous faites des conférences et que vous vous exprimez. Président du Cercle du Leadership, avec un livre, je pense qu'on va voir votre livre, et puis inventeur, voilà, la révolution du non, qui va peut-être faire écho d'ailleurs au débat sur la génération Z, et inventeur de la marque employeur, on est bien d'accord? Oui, en 98, oui. C'est vous qui conceptualisez ce mot qu'on utilise tout le temps. Oui, je l'ai déposé à l'époque, effectivement. Et vous avez déposé à l'INPI la marque employeur. À l'époque où je dirigeais une filiale qui s'appelait Guillaume Tell de Publicis. Commençons par le début. Tiens, par vous peut-être, je ne sais pas, mais la définition de la raison d'être, parce que vous avez déposé la marque employeur, on voit ce que ça veut dire. Tu n'as pas de marque employeur ou tu as une très bonne marque employeur. C'est quoi la raison d'être, Didier Pitlet? Le texte de référence, c'est le rapport de Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat qui ont donné une responsabilité sociale, sociétale et environnementale à l'entreprise, avec en arrière-pensée de faire jouer à l'entreprise un vrai rôle politique dans la cité. C'est-à-dire que l'entreprise rentre dans la vraie vie des gens, et j'utilise entièrement le terme de vraie vie des gens, parce qu'on se rend compte que beaucoup de traductions de raison d'être, mais on en parlera après, sont peut-être un peu trop éloignées de la vraie vie des gens. La raison d'être, pour vous qui êtes spécialiste et qui faites de la recherche, full professeur, avec le regard que vous portez sur cette génération Z, elle est venue d'une prise de conscience, j'allais dire, presque écologique ou sociétale, ou elle est d'abord venue d'une jeune génération qui dit « Moi, je ne veux pas bosser comme mon père, la tête baissée, 12 heures par jour, sans trop savoir ce que je fais ». Ça vient d'où, ça ? En tout cas, moi qui travaille sur la nouvelle génération, si je reprends le contexte, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes réclament et revendiquent le fait qu'ils ont envie de travailler dans des entreprises qui sont en adéquation avec leurs valeurs. Et la crise de la Covid-19 a accéléré toutes ces questions liées à l'environnement, au respect de la planète. Et donc, en fait, ça a réveillé en eux une sorte de conscience écologique. Donc ça, c'est quelque chose qui est certain. Mais je fais exprès de le lier à l'écologie. Je ne pas faire que du sociétal, vous êtes d'accord? Il y a aussi cette idée d'une côté holistique. C'est-à-dire que vous le ressentez comme ça, vous aussi? Je le ressens comme ça. Après, en tant que citoyenne, là, j'ai envie de dire. Oui, en tant que citoyenne, mais même en tant que DRH, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour les entreprises de savoir quelle place elles ont et quel rôle elles ont à jouer. Donc c'est vrai que nous, chez Club Funding, on a pris le parti, on est plutôt sur le sociétal que sur l'écologie. Mais en même temps, aujourd'hui, on a intégré le bilan carbone dans notre intéressement parce qu'on sait que ce sont des éléments qui sont importants pour nos salariés
et en même temps pour nous aussi, parce qu'on a une vraie place à jouer en tant qu'entreprise. Je vais être cash, parce que vous l'êtes souvent. Il y a un côté bullshit ou pas? Parce qu'il y a ce rapport Sénart-Nota qui vient poser les bases et qui nous dit l'entreprise, d'ailleurs on le voit dans les études, la légitimité de l'entreprise est forte. Quand on demande aux Français qui peut changer le monde, on parle des soignants, mais l'entreprise, elle perd pas beaucoup de plumes comparée aux politiques, comparée, je dirais, à ceux qui sont censés le faire. L'entreprise s'en sort pas mal. C'est bullshit ou c'est vers ça que l'on va? C'est-à-dire l'entreprise devient un être social, politique, prenant presque des décisions et transformant le monde, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Non, la raison d'être, c'est tout sauf bullshit. Ce qu'il est, c'est parfois la traduction que l'on en fait. La raison d'être, depuis toujours, elle existe. Dès qu'une entreprise se crée, de par son fondateur ou autre, elle a une raison d'être. C'est pourquoi je crée. Des points de départ, la raison d'être, c'est pourquoi. Ce qui a été, par contre, nuisible au concept, c'est lorsque le rapport Sénart-Nota est sorti, très rapidement, notamment dans les très grands groupes, on a pris conscience que dans le dialogue avec les marchés financiers, ça allait être important. Très bien. Que s'est-il passé? On a vu toute une série de briefs faits à des agences de pub pour sortir une raison d'être. Et c'est ça qui est bullshit. Alors que la raison d'être... Impliqué et humain. Vivre et grandir. Oui, voire même le bonheur. C'est quasiment le Saint-Esprit qui vient rayonner dans les entreprises. En revanche, la raison d'être, elle devrait réellement être le fruit d'un travail interne qui responsabilise, qui implique tout le monde, parce que c'est l'ADN de l'entreprise. Donc, il ne faut pas le sous-traiter des consultants, la raison d'être dans l'absolu. Donc, c'est le fruit d'un dialogue, c'est le fruit d'une discussion. Et puis, il faut que les comités de direction mouillent le maillot sur le sens même de leur entreprise. Ouais. On fait comment? Vous avez fait comment chez vous dans la finance? Chez Club Funding, c'est dans notre ADN. Dans la finance, oui. On est conscient que ce qu'on a, et on a eu de la chance sur ces dernières années, on est en pleine croissance, donc c'est super. Mais on est aussi conscient qu'il faut redonner. Donc, c'est pour ça que dans notre ADN, c'est beaucoup plus sociétal. Donc, on va plutôt tendance à aller faire des actions solidaires. Et effectivement, ça part des managers. C'est nos managers qui emmènent leurs équipes faire ce type d'action. Et pour ça, en plus, au niveau de la direction générale, on leur octroie 2 jours par an pour se consacrer à ça sur leur temps de travail. Après, ils ont tout le loisir de le faire. Concrètement, ça veut dire c'est un brainstorming, on s'isole à la campagne, on se pose, c'est quoi? Comment ça marche? Concrètement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qui peut nous aider à mettre en place cela. Donc, on a commencé par dans les arrondissements, on a une de nos directrices générales qui... Elle vit dans le 18e. Dans le 18e, il y a des boîtes solidaires pour Noël. Et on a proposé à nos collaborateurs de créer des boîtes. Et elle les a emmenées. Et en fait, voilà, ça part du management et qu'est-ce qu'on fait. Alors là aussi, c'est pas bullshit, parce que quand on regarde les études, on voit qu'il y a quand même un lien très fort entre cette notion de raison d'être, qui amène une forme d'épanouissement, je ne mets pas bien-être, et la performance. C'est un enjeu fort, parce que si on veut attirer les jeunes talents pour les faire venir dans les entreprises, il faut que l'entreprise soit capable de proposer ce type de service ou d'offres sociétales. Non mais complètement. Et justement, je rejoins ce que vous dites. Aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération réclame d'être plus acteurs au sein de l'entreprise. Ils ont envie d'être protagonistes. Ils ont envie de raconter leur propre histoire. Et si on reprend une étude de Veolia l'année dernière, en novembre 2022, sur 25 000 individus, 5 continents, quand on leur a posé la question, mais la transition écologique, qui sera responsable demain de ça? 66% des jeunes ont répondu, ce sera grâce à nous. L'entreprise intervient qu'en 5e position. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. Ils ont envie d'avoir aussi un peu plus de pouvoir, d'être plus pris en considération. Et ça ne suffit pas d'écouter les jeunes, mais ils doivent être véritablement aussi protagonistes de leur histoire et participer à ces questions-là. On est à la fin de l'histoire, on est au milieu du gué, on est au début de l'histoire. Didier Pitlet, vous qui avez un regard un peu panoramique sur ce sujet, parce qu'on sent quand même malgré tout cette espèce de disruption et d'accélération Covid perturbe un peu les dirigeants quand même. Oui, je pense qu'on est au début, mais en mode accéléré. C'est-à-dire que... on court, quoi. Oui, tout va extrêmement vite, mais par contre, je pense qu'il faut, dans ces débats, réinstaurer du bon sens pragmatique. Autrement, on va rentrer dans des concepts... On n'a jamais parlé autant de bien-être, etc. Il n'y a jamais eu autant de détresse au travail. Exact. Donc, il faut du bon sens. Et le bon sens, c'est que la raison d'être, c'est le miroir de l'ambition humaine de l'entreprise. Sur tous les pans, employeur, sociétal, environnemental. Il faut que l'entreprise soit capable de définir ce qu'est son ambition humaine et s'y tenir.
prendre des engagements, prendre des objectifs, de manière à être crédible. Donc avoir des tableaux de bord pour évaluer la performance, parce qu'on entend bien qu'il y a l'idée de s'engager aussi sur des mesures, des actions de mécénat de compétences, on va aider, on va donner, on met aussi du sens comme citoyen. Vous êtes une entreprise quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, à la fin, vous avez un compte de résultats, vous avez un résultat net, vous avez vu des effets. Est-ce que c'est facilement quantifiable, ce que vous donnez sur le plan humain, sur le plan de l'épanouissement et sur l'enjeu business? Est-ce qu'on peut bien le quantifier? On peut le quantifier sur... on peut parler de l'absentéisme. On a un peu d'absentéisme chez nous. On a peu de turnover. On a des salariés qui sont engagés, impliqués, et donc qui arrivent à trouver aussi un équilibre entre leurs souhaits de vie professionnelle et leurs souhaits de vie personnelle. Je m'autorise, on va écouter dans quelques instants le patron du Montreux Comedy Club, qui est évidemment un spectacle mondial qu'on voit souvent à la télé, mais qui nous raconte son implication. Mais l'empowerment, qui est un mot qui dit finalement, on a plus en plus d'individualités dans l'entreprise qui veulent raconter leur histoire, et qu'avec ça, on ne fait pas un collectif. Comment on fait ? Et on a beau avoir une raison d'être, mais ce sont des individus qui veulent tous raconter leur histoire sur Instagram. Je suis un peu vieux jeu. Ouais, un peu. Un peu, hein. Un peu. Oui, je commence à être vieux. Non, on n'est pas. Ils veulent raconter une histoire, ils veulent être acteurs, mais dans une équipe, ils veulent appartenir à une équipe. Donc il faut un manager qui ait un leadership, qui soit engagé et ambassadeur aussi de son équipe et de l'entreprise. Vous vouliez intervenir, Didier Pitlet? Oui, mais très bien. Des individus dans un groupe, ça ne fait pas un groupe? Non, mais c'est clair. Mais tout part, là encore une fois, de la raison d'être. Et il y a un levier formidable que les entreprises doivent se réapproprier, c'est leur culture d'entreprise. C'est la culture qui fait ciment. Et donc, qui dit culture, dit pas plan de com à la mode, mais dit rite culturel. Et plus une équipe est gérée, c'est valable dans le sport, la remise du maillot avant de faire le match, c'est un moment sacré. Eh bien, c'est clair que plus les rites sont forts, partagés, respectés, y compris par des managers exemplaires, plus généralement, le collectif fait sens. La notion de rituel, écoutez ce que nous dit Grégory Fuller, qui est le patron de Montreux Comédie, qui est une sacrée entreprise, parce qu'au-delà d'être un spectacle, c'est derrière des salariés, et il nous racontait comment il avait géré sa crise Covid. Vous vous rappelez, la crise Covid, il n'y avait plus de spectacle, plus de théâtre, plus de cinéma. Écoutez-le. Le Covid arrive, c'est le 16 mars. 16 mars, tout s'arrête. Et nous, notre activité, il y a des CDI, bien sûr, il y a des CDD, mais il y a aussi beaucoup d'intermittents, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. On est quand même dans un monde qui est quand même assez précaire dans l'emploi. Et donc, quand vous êtes chef d'entreprise et que votre activité vous s'arrête, vous pouvez sauver les CDI parce que vous avez des aides, mais les auxiliaires, c'est pas possible. Donc moi, je prends la décision de maintenir 100% de l'emploi, y compris les prestataires et les vacataires. Et là, je leur dis, voilà, spontanément comme ça, je leur dis, écoutez, on va maintenir tous les contrats qu'on a. C'est-à-dire que tous les contrats, on va pas les casser. Et du coup, on maintient cet emploi-là. Et donc déjà, c'est un énorme soulagement pour mes équipes. Et puis, après, derrière, je leur dis, bon, maintenant, on n'a plus l'activité qu'on faisait avant, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment utiliser cette énergie pour créer du business aussi? C'est intéressant parce que vous avez, on l'a gardé jusqu'au bout pour créer du business aussi. Bien sûr. Parce que dans un premier temps, si on avait coupé plus court, on se serait dit, mais c'est un philanthrope incroyable, ce patron. Non. Il a quand même dans l'idée de créer du business. Ce lien-là de cette génération Z. Parce que j'ai lu une petite tribune, je ne veux pas perdre ma vie, elle a gagné, tribune de mars 2022, proposée par Didier Pitlet, qui est là. J'adore cette phrase, parce que c'est une vieille phrase. Oui, un slogan de 68. Qui est un slogan de 68. Mais il y a un peu de ça quand même, chez j'allais dire, vos jeunes de la génération Z. Il y a un côté, je veux bien m'engager, mais attends, je vais pas passer ma vie à bosser, quoi. Mais le rapport au travail est complètement différent. Aujourd'hui, le travail n'est plus au centre de leur vie. Le travail n'est plus une finalité, mais c'est un moyen de... Et le sens du collaboratif, ils l'ont. C'est une première définition de cette nouvelle génération. Le collaboratif, ils l'ont. Et un des premiers critères qui font qu'ils sont fidèles à l'entreprise, c'est pas que l'entreprise, elle ait un taux de notoriété hyper fort ou du 440, mais c'est plutôt qu'ils sont fidèles à leurs collaborateurs, qui deviennent leurs copains, qui deviennent leur tribu. Et l'humain, c'est hyper important. Donc vous voyez, on a beaucoup de stéréotypes. On dit ils sont dans le digital, etc. Oui, c'est vrai, mais malgré tout, le digital reste un outil. L'humain est extrêmement important. Vous avez vu les grandes surfaces, là, les hypermarchés commencent à créer des tout petits espaces plus humains à l'intérieur des grands. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Les grandes boîtes du CAC 40 où on rentrait dans de grosses machines, on était un peu déshumanisés, mais en fait, c'est plus compliqué. Il faut recréer de l'humain. La raison d'être, c'est ça aussi. Ce qui déstabilise énormément tant les politiques que les partenaires sociaux, c'est qu'on passe d'un historique de dialogue social collectif
un dialogue social individuel. C'est-à-dire que l'individu, sous la pression de cette génération, devient l'alpha et l'oméga de la relation. Ça change tout. Et on voit d'ailleurs apparaître quelque chose qui est assez intéressant, mais c'est balbutiant. C'est impressionnant leur capacité à parler de reconversion professionnelle vers 28 ans. C'est-à-dire qu'à 28 ans, ils ont fait des bonnes études, ils ont un bon job. Ils ont déjà fait une vie, là. Exactement. Et ils se réveillent, ils disent « Ah, je ne veux surtout pas vieillir comme ça ». Et ils s'en vont. Pour souvent faire des choses radicalement différentes. Un voyage, quelque chose, Exactement. c'est vrai. La reconversion professionnelle, dans ma génération, c'était plutôt 50, 45, 50 ans. bien sûr. Là, 28 ans. Donc, on est dans un bouleversement profond, durable, et les entreprises ont intérêt à l'intégrer, Et passionnant, mais il faut changer le logiciel de la relation humaine. Mais vous, la DRH, parce que malgré tout, on voit bien ce Grégory Fuller qui termine en disant mais il y a aussi pour moi un enjeu business, Bien parce sûr. que si je perds la moitié de mes équipes quand ça repart, ils ne reviennent pas et mes spectacles ne se font pas. Enfin, c'est un chef d'entreprise. Comment vous les gardez, vous ? Comment vous faites pour les garder, vos jeunes de la finance, qui à un moment donné se disent je ne vais pas faire de la finance toute ma vie, parce que je voudrais partir à Bali, je voudrais monter un magasin de vêtements au Sri Lanka. Comment vous les gardez ? Alors, on les garde en... Je vous sens, c'est pas si facile. Non, c'est pas simple parce que c'est des questions, plus on grandit, plus ils grandissent aussi. Ouais. Il faut pouvoir s'adapter à eux, donc on est plutôt parti dans le collaboratif avec eux. Effectivement, moi, je n'ai pas leur âge et j'ai pas les mêmes aspirations. Donc j'arrive à comprendre les gens de ma génération, que j'ai aussi au sein du groupe, mais il y a effectivement toute une population de plus jeunes. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire travailler tout le monde et d'arriver à comprendre aussi quels sont les tenants et les aboutissants et ce dont ils ont besoin. Donc on les rend plus acteurs que vraiment ambassadeurs ou autres. Vous avez une raison d'être, vous êtes en train d'y réfléchir, parce que ça occupe, quand on parle à des entreprises moyennes, grandes, petites, ça occupe beaucoup de temps de place de cerveau. Hein. Quand une entreprise se met à bosser sur sa raison d'être, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça qui existe. Vous êtes dessus, vous l'avez faite, c'est réglé ? On est dessus, on en définit les contours, on sait déjà qu'on a une vraie raison qui est notre place dans l'économie et dans le Next 40 aujourd'hui, dans l'économie française, on connaît... Vous avez mis les murs, là. Exactement, on a mis les murs. On connaît notre ADN et notre culture d'entreprise et on va aussi forger cette raison d'être plus finement, on va dire. Et ça crée de l'émulation, parce que c'est aussi ça qui est intéressant dans la raison d'être. Ça crée de l'émulation. On a un groupe de salariés qui travaillent justement sur toute notre politique RSE et qui ne sont pas des spécialistes de RSE. Donc on a un leader qui effectivement agrège toutes les idées, mais vient chercher aussi dans tous les services, dans toutes les structures, pour arriver à trouver ce qui nous ressemble le plus et ce qui sera le plus facilement porté par tout le monde. La raison d'être, vous qui, je le redis, qui avez quand même parfois des discours forts et engagés, vous la soutenez. Vous dites elle est très utile aujourd'hui pour redonner un nouveau souffle à l'entreprise. Je la soutiens dès lors qu'elle est authentique et vraie. Ça, c'est évidemment le point le plus important. Je pense qu'elle est capitale. Aujourd'hui, on arrive à un moment charnière entre deux modèles. Soit on a le modèle anglo-saxon, qui est champion du monde pour nous pondre des concepts à la mode, type Chief Happiness Officer, etc. Et qui, dans l'absolu, n'a qu'une seule obsession, c'est l'hyperconsommation et l'hyperproductivité. Modèle Google, quoi. Voilà. Pourquoi pas. Soit on fait émerger un nouveau modèle, et là, les entreprises à mission, notamment, je pense, ont un vrai rôle à jouer, où on réhabilite l'économie et l'humain. Une boîte, elle est là pour performer. Et l'environnemental, je pense à la même. Et environnemental, parce que pour moi, dès lors que je parle d'humain, je parle dans la globalité de l'homme. Et je pense que les entreprises vertueuses vont devoir réapprendre ou découvrir peut-être le plus beau verbe d'action qui soit, mais qu'elles n'osent pas utiliser, qui est le verbe aimer. Et ce verbe aimer doit devenir une colonne vertébrale de ce que j'appelle, dans un prochain bouquin, le leadership spirituel. Je pense qu'on rentre dans une époque, y compris avec cette génération Z, et attention, l'alpha qui arrive, si on ne donne pas des preuves qu'on aime l'activité, qu'on aime les gens, qu'on aime... Sincèrement. Ça ne peut pas... bien sûr. Autrement, si tu es démasqué à l'exemple des belles valeurs affichées et on fait le contraire derrière, ça ne marchera plus avec cette génération. L'alpha, vous allez vous y pencher aussi, parce qu'elle aura quoi de différent de la Z ? Parce que là, moi, je commence à flipper, moi qui commence à être vraiment dans la génération très, 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 très loin. C'est quoi la alpha ? Ils sont encore un peu trop jeunes en tant que chercheurs pour mener des véritables recherches statistiques sur eux, mais en fait, on est sur la génération suivante, la génération de nos enfants,
qui sont déjà sur le chat GPT, l'intelligence artificielle, dans le numérique à tout niveau. Mais si je reviens sur ce que vous avez dit, en effet, aimer, c'est hyper important pour la génération Z, aimer son travail. Et aujourd'hui, quand on parle d'engagement... Son travail ou son manager, je vous coupe. Son manager aussi. J'ai quand même l'impression que on parle de manager coach, on parle de manager facilitateur, on parle de management par la bienveillance, par mes émotions. Aimer son père, quoi, parce que je vous ai déjà posé la question. Freud revient à la table. Enfin, il y a de ça, quand même, pour finir. Et il ne l'a jamais quitté. Il ne l'a jamais quitté. Bah ouais. Regardez à quel point, il y a quelques années, justement, sous les systèmes matriciels, tout ce qu'on nous a importé, les learning expeditions en tous sens, etc., on a oublié le bon sens humain. C'est s'intéresser à toi, te regarder dans les yeux. Et dans l'écoute. Mais bien évidemment, l'écoute est fondamentale pour cette génération. On s'intéressera à la génération alpha. Ça me fait trembler déjà. Merci à vous trois. Merci à vous, Elisabeth Perronin, DRH de Club Funding Group. Combien de collaborateurs ? 180. 180 collaborateurs. Merci à vous, Élodie Gentina, avec ce livre de 2018, mais surtout celui qui va sortir en octobre, qui s'appellera comment ? Vous avez le titre ? Manager la génération Z en entreprise, avec une cinquantaine de DRH et de dirigeants qui témoignent aussi. Bon, voilà, on va essayer d'y voir plus clair et elle va se pencher sur l'alpha, je suis dans quelques mois, évidemment. Et Didier Pitlet, président de la Maison Enoch, président du Cercle Leadership, et ce livre sur le leadership spirituel qui sort lui aussi en janvier. On voit la révolution du nom, qui était un livre passionnant, et vous sortez chez Erol peut-être. Oui. Merci à vous trois. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, une analyse de la situation RH. C'est tout de suite.